Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se produit lorsqu'une personne qu'on va qualifier de dépendant affectif ou de dépendant à l'amour se retrouve pris dans une relation avec une personne narcissique? C'est le sujet du Psy chez vous. Cyril Malka, le Psy chez vous. Cyril Malka, le Psy chez vous. Bon, alors pour commencer, le terme de dépendance à l'amour ou de dépendant d'amour, dépendant de l'amour, ce que j'appelle régulièrement des cornichons d'amour, c'est pas un concept clinique officiel, les cornichons d'amour non plus d'ailleurs, c'est plutôt une manière de désigner un ensemble de comportements relationnels qui sont chez certains individus. Ça va être des personnes qui vont s'engager extrêmement vite, très intensément dans une nouvelle relation. Tout va aller très vite. Ils peuvent se fiancer ou envisager le mariage après seulement quelques semaines. Ils vont formuler des déclarations passionnées, presque théâtrales, et vivre vraiment des débuts de relations qui vont être une fusion quasi totale. Alors, point de vue psychologique, on pourrait plutôt parler d'une compulsivité romantique plutôt qu'une dépendance d'amour ou une dépendance affective. Mais c'est vraiment cette tendance à rechercher l'amour, s'y jeter avec excès, s'y dissoudre. Ça va être des relations qui sont très intenses au départ et qui deviennent très souvent explosives et très souvent instables assez rapidement parce que aucune passion à ce niveau, en tout cas, peut durer éternellement. Et puis, quand les choses deviennent plus intenses, ça commence à brûler et l'intensité finit par s'éteindre. La relation bascule dans la volatilité, les ruptures à répétition, on rompt et on revient ensemble, on rompt, on revient ensemble. Et puis, ou alors la disparition tout à fait pure et simple. Et donc, après la rupture définitive, la personne dépendante, on va dire ça comme ça, qui est incapable de rester seule, va replonger aussitôt dans une nouvelle relation d'une intensité similaire et va recréer indéfiniment le même style. Les dépendants à l'amour sont généralement obsédés par leur partenaire. Ils vont passer leur temps à guetter les messages, à interpréter les moindres petits signes, à imaginer des scénarios impossibles et à ruminer tout simplement sur la prochaine rencontre. Leur univers mental va se peupler de fantasmes romantiques qui vont être très élaborés sur la personne aimée. Et en fin de compte, ce qui va alimenter cette compulsion, c'est plus l'excitation du début, l'ivresse chimique qui accompagne les premières semaines, plutôt que le partenaire en lui-même, en fin de compte. Alors, beaucoup de gens vont dire que la dépendance à l'amour, ça fait partie des codépendances. C'est pas tout à fait faux, non, c'est pas tout à fait à côté de la plaque, mais je le trouve assez réducteur. Parce que tous les amoureux dépendants, en quelque sorte, ne vont pas être des codépendants au sens strict du terme et, par exemple, vont pas être dépendantes au sexe. La dépendance à l'amour n'a pas nécessairement à voir avec la dépendance ou la compulsion sexuelle. Parce que, par exemple, dans la compulsion ou dans l'addiction sexuelle, on va retrouver beaucoup d'usages compulsifs de pornographie, multiplication des rencontres très brèves. Le dépendant à l'amour va plutôt plonger émotionnellement, si on veut dire ça comme ça, dans une seule relation à la fois. Ça va plutôt être un monogame en série, si vous voyez ce que je veux dire. Alors le sexe, bien entendu, il peut être intense, parce que ça fait partie du décor, ça fait partie de la relation, ça fait partie de tout ça, mais l'effet recherché et surtout la dimension romantique, le mythe, le conte de fées, la romance, etc. Et très souvent, la personne qui va être dépendante à l'amour va se perdre dans la relation et risque de négliger pas mal d'autres choses, les amis, le travail, les études, diverses obligations. Tout devient secondaire. La seule chose importante, ça va être l'amour. Et quand la relation s'effondre, parce que très souvent elle va s'effondrer, ou si la relation s'éloigne un petit peu de l'idéal que la personne avait imaginé, la personne en question va finir dévastée, obsédée, et va être incapable de penser à autre chose.
Et la personne en question ne va jamais prendre du temps, ou très rarement prendre du temps, et pas beaucoup de temps, pour être seule entre deux relations. Et donc, elle va entretenir une boucle, en fin de compte, sans fin. Nouvelle rencontre, nouvelle passion, nouveau désastre, nouvelle rencontre, nouvelle passion, nouveau désastre. Chez elle, les relations ne vont pas servir à construire une intimité, mais plutôt à stimuler la dopamine, à entretenir cet état d'excitation psychologique ou psychique qui pourrait être comparable, en fin de compte, à n'importe quelle addiction chimique. Certaines de ces personnes peuvent présenter des traits narcissiques, mais ça n'est pas la majorité. Et je dis bien des traits narcissiques, pas une personnalité narcissique et pas une pathologie narcissique. Parce que on va trouver la pathologie ou le narcissisme pathologique plutôt chez les gens qui souffrent de dépendance sexuelle. Là, il peut y avoir plutôt une tendance narcissique. Mais il y a quelques recoupements. Hein. Le narcissique, il est dépendant ou elle est dépendante de l'amour et va partager cette idée de romantisme grandiose et la peur de la solitude. Donc il va y avoir quelques traits en commun. Alors, d'un autre côté, si vous avez les narcissiques extravertis, qui sont toujours en quête d'admiration, de stimulation. Et eux, ils excellent la plupart dans les grands gestes romantiques. Et eux, ils vont préférer, bien entendu, les débuts passionnés à la routine intime, parce que la routine intime, c'est quelque chose qui leur demande trop de choses. Donc, eux, ils vont plutôt s'épanouir dans le glaçage des gâteaux. C'est-à-dire que vous avez un beau gâteau, hein, et puis alors il y a un beau glaçage, il y a peut-être éventuellement du chocolat, etc. Puis après, on vient au gâteau en lui-même. Eh ben, le glaçage, c'est l'éclat, c'est la nouveauté, c'est le sucre en quelque sorte, hein, c'est le flirt, c'est l'attention, etc. Et c'est là que les deux profils, la personne narcissique et la personne dépendante à l'amour, risquent de s'attirer l'un à l'autre dangereusement, parce que chacun va alimenter la faim de l'autre. Alors, faim à manger, hein, miam miam, on est toujours au gâteau. Et donc, que se passe-t-il lorsque vous avez votre personne dépendante à l'amour qui tombe précisément sur un narcissique ou une personne narcissique? Eh bien, la réponse est extrêmement simple, c'est le chaos. On va rester poli, mais c'est un chaos tellement grand que c'est vraiment le bordel. Alors, au départ, bien entendu, la personne narcissique va bombarder sa proie d'attention, de déclarations, etc. Ça, c'est ce fameux bombardement d'amour dont j'ai déjà parlé. Et ça va agir comme une drogue pour la personne dépendante. Hein. Ça va réactiver les espoirs romantiques, ça va nourrir un imaginaire, ça va valider sa croyance en l'amour absolu. Mais le bombardement d'amour, je vais y arriver, n'est pas constant. Dans les bombardements d'amour, il va régulièrement y avoir cette alternance entre chaleur et froideur, engagement total et distance glaciale. Et ce yo-yo émotionnel, ça va créer ce qu'on appelle en psychologie un renforcement intermittent. Et ça, c'est un mécanisme qui est extrêmement addictif. Alors la personne dépendante qui est prise dans ce piège va essayer frénétiquement de comprendre, mais pourquoi est-ce que l'autre ne répond plus? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Elle va passer des heures à ruminer, parfois des jours, voire des semaines. Hein. Et puis la personne narcissique revient dans son environnement. Et dans ce cas-là, la personne dépendante, au lieu de poser des limites, elle va ressentir un soulagement qui va même être un soulagement euphorique. Non, elle ne va pas poser de limites parce qu'elle va avoir peur de perdre l'autre en posant des limites. Donc du coup, là, on franchit justement une limite. Et donc, la personne dépendante va croire à une forme de réconciliation, alors qu'en fin de compte, elle est en train de plonger de plus en plus profondément pour chaque fois dans l'engrenage. Alors, la phase d'idéalisation, hein, la première phase, la période conte de fées romantique, en quelque sorte, va durer entre 6 semaines et 9 mois. Parfois un peu plus, parfois un peu moins, ça va dépendre. Mais généralement, ça va être dans ces eaux-là. Et après, la mécanique finit par se gripper. C'est-à-dire que maintenant, ça y est, la personne narcissique a obtenu l'attention dont elle avait envie, l'admiration qu'elle voulait. Elle commence à se lasser. Et la personne narcissique n'a plus besoin de fournir d'efforts. La personne dépendante, elle, continue par contre à réclamer la même intensité qu'au début. Et donc ce décalage
va faire ou va marquer en quelque sorte l'entrée dans la phase qu'on appelle la phase de dévalorisation. La personne narcissique va devenir méprisante, froide, parfois cruelle, elle va critiquer, elle va rabaisser, elle va manipuler, et la personne dépendante, toujours prisonnière de son fantasme, va redoubler d'efforts pour sauver la relation, et ça c'est un déséquilibre qui est tout simplement dévastateur, parce que l'un va se nourrir du contrôle, et l'autre va se nourrir, en fin de compte, de l'illusion de la fusion. Psychologiquement, la rupture de cette connexion va provoquer chez la personne dépendante d'amour une détresse quasi physiologique, troubles du sommeil, anxiété, sensation d'abandon vraiment viscérale, symptômes qui sont proches des symptômes de manque de n'importe quel drogué. Beaucoup de personnes vont vous décrire cette phase vraiment comme une véritable maladie, c'est ressenti de façon physique. Et à ce stade, la relation est devenue un champ de bataille, dispute, rupture, réconciliation, crise, manipulation réciproque, parce que l'autre va s'y mettre aussi, la personne dépendante va s'y mettre aussi, parce que elle va éventuellement essayer d'attiser la jalousie, elle va peut-être démarrer certaines choses, enfin bref. Donc ce chaos va en plus être entretenu par la personne narcissique, parce que la personne narcissique trouve ça stimulant. Et la personne dépendante va se consumer à vouloir réparer. Elle va négliger son travail, elle va négliger ses amis, parfois même ses enfants. Toute l'existence de la personne dépendante d'amour, en quelque sorte, va tourner autour de l'autre, qui est donc la personne narcissique. Et puis, arrive le moment où la personne narcissique va s'éloigner définitivement, chose qui va toujours arriver à un moment donné, à part vraiment si la personne est très facile à manipuler et qu'elle peut en tirer encore des choses. Et logiquement, ce qu'il faudrait qu'il se produise là, c'est que la personne dépendante prenne un peu de recul, fasse le point, apprenne à se reconstruire seule. Comme je le dis généralement, après une relation toxique, prenez au moins 1 an tout seul pour vous reconstruire, au moins 1 an. Mais le plus souvent, cette personne ne va pas m'écouter et elle va se jeter dans une nouvelle histoire qui va reprendre le même scénario, tout comme un toxicomane reprend sa dose une fois que l'effet de la dose qui a été prise auparavant s'est évaporé. Alors, il est important quand même de comprendre que cette véritable dépendance à l'amour, ça reste relativement rare. Il y a beaucoup de personnes qui vont vivre des débuts passionnés sans pour autant tomber dans cette dynamique compulsive. L'amour, la sexualité, la nouveauté, tout ça, ça active nos circuits de dopamine. C'est naturel. On est tous des êtres humains. Et c'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi les chansons, c'est des chansons d'amour. Il y a des poètes, des musiciens, des livres, etc. Enfin bref, tout le monde parle de cette folie douce et c'est pas sans raison. Et l'amour peut se développer comme ça. Et c'est vrai que ça peut être intense, etc., etc. Mais, quand le sentiment amoureux devient la seule source de sens au détriment du reste de votre vie, il va toujours se transformer en prison. Et lorsque vous avez un tel profil qui va s'unir à une personnalité narcissique, le résultat va toujours, ou presque toujours, être très destructeur. Exploitation émotionnelle, perte de repères, effondrement psychologique, you name it, tout ça, ça va vous arriver. Alors, beaucoup de survivants ou beaucoup de victimes de ce genre de choses vont décrire ce genre de relations comme les fameuses montagnes russes émotionnelles. Exaltation, humiliation, attente, réconciliation, rechute, et c'est reparti. Et à la fin, il n'y a plus qu'un épuisement profond et une perte de confiance en soi. En conclusion, on pourrait dire qu'on a tous, à un moment donné, et peut-être encore, pourquoi pas, éprouvé quelque chose qui va ressembler à une dépendance de l'amour, une forme d'obsession, une forme de shoot d'adrénaline et la peur de perdre quelqu'un. Et ça peut être parfaitement naturel et parfaitement sain, pourquoi pas. Mais dans une relation avec une personne narcissique, ces sensations vont être portées à un degré extrême. Et la seule issue réelle, le seul antidote efficace dans cette dynamique,
c'est le temps passé seul. Après une telle relation, il est important pour vous d'apprendre à supporter le vide, à vivre sans le miroir de l'autre et à redevenir une personne entière, éventuellement avec l'aide d'un thérapeute si nécessaire. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le piège des relations précipitées après une rupture et vous pouvez la voir ici. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous.